Bonsoir, bonsoir tout le monde. On attend que tout le monde arrive tout doucement. Paf, paf. Est-ce que j'ose poser une question en attendant? On peut poser une question, oui, bien sûr. C'est juste une question technique. J'avais malheureusement pas pu assister au dernier et j'ai voulu voir la rediff. Alors j'ai fini par réussir à cliquer sur le lien, mais il faut un mot de passe et je le trouve pas. Un mot de passe. Ouais, alors ça doit être un mauvais truc. J'arrive pas. En fait, le mail que j'ai reçu 5 fois le même mail. Ah non, 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 attention. Alors justement, pour ceux qui sont inscrits, vous avez dû recevoir des mails bizarres. Oui, D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de ma faute, c'est la plateforme avec laquelle je travaille qui a fait une mise à jour. d'accord. Et ils ont eu un bug, et donc c'est parti. J'en ai reçu une trentaine de messages. Bon, voilà. Donc tout le monde a reçu des messages en pagaille. Donc tout ça, vous les virez, vous n'y faites pas attention. C'est juste une mise à jour qui a fait un bug. Donc c'est normal que j'ai pas reçu la rediffusion de la dernière alors. Alors, la rediffusion de la dernière, tu la retrouves sur Facebook dans le groupe Parlons Baby Thérapie, et tu l'as Ouais. dedans. Ah, d'accord. Tu l'as en deuxième position, troisième Ok. position, Ben, je regarderai alors. d'accord? Mhm. Tu les as les deux dessus. D'accord, ouais. Merci. De rien, plaisir. Alors, tac, 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 hein. Oh, bon, on n'est pas nombreux ce soir. On va pouvoir causer alors. Bon, ça arrive tout doucement. Il y en a encore qui arrivent, qui sont en attente. Ça y est, tout doucement. Bon, ça arrive. Bon, 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 bon. Tant que les gens arrivent, est-ce que vous avez des petites questions à poser? Marie-Aude, je te sens hésitante. Bonsoir, Bonsoir. j'avais une petite question Oui, on y va. par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la vidéo du deuxième cours, du deuxième la visio sur l'analyse Oui. de la petite Anaïs. Je voulais savoir tout ce que vous faites au niveau des points ou des massages, on va le voir plus tard. Alors, ça fera partie d'une formation, ça. D'accord? Parce D'accord, qu'il y a beaucoup de choses à voir. La seule chose, en fait, le principe de ces 5 visios, c'est de sécuriser le geste. Pour que vous compreniez bien que de faire un geste pour avoir juste un réflexe, une technique, vous allez le faire 2 fois, 3 fois, ça va marcher, et la 4e fois, vous ne le ferez plus parce que ça ne marchera pas. Parce qu'il va manquer justement une assurance, une analyse, une observation. Et il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Il faut arriver vraiment à avoir un geste sûr, avec une bonne analyse, avec une bonne observation, avec une bonne stratégie pour qu'à chaque geste soit efficace. d'accord. Et les formations, vous les proposez? Oui, on les proposera après. D'accord, super. Eh ben, merci pour les renseignements. Non, non, mais pas de souci, au contraire. C'est justement l'objectif, c'est d'arriver à créer cet état d'esprit pour pas faire des gestes bêtement techniques qui sont des espèces de recettes et en fait qui ne vont pas marcher parce qu'on sait très bien que les recettes marchent 2 fois sur 5. Voilà, c'est pas terrible. Après, et on se décourage et du coup, on abandonne et c'est dommage. C'est dommage. Il faut apprendre justement à se renforcer, à structurer tout ça. Eh bien, je vais commencer. Oh, on est en petit groupe, c'est bien. Alors, on a vu dans la première vision, on a vu le temps de l'observation. Le temps d'observation, c'est une analyse du moment présent. Hein. On a l'enfant devant nous et on va juger de ce que j'ai, comment il est, comment il fonctionne dans l'instant présent.
l'analyse qu'on a vue dans la deuxième visio, c'est exactement la même chose, c'est observer ce qui différencie, ce qui change un petit peu, mais c'est toujours dans l'instant présent. Le premier dans l'observation que l'on peut faire sur des enfants qui sont sains, ça permet d'apprendre à comprendre, à voir, à palper, à sentir, à s'habituer à ce corps. Et quand l'analyse arrive, c'est qu'on aura fait une différence, on aura observé qu'il y a quelque chose qui a changé, qui s'est transformé. Donc ça fait partie de l'analyse. Donc là, on rentre déjà dans la prise de conscience qu'il y a une différence entre la première phase où tout allait bien. Il arrive qu'on démarre directement par l'analyse. Alors là, on ne va pas analyser en comparaison avec un état sain parce qu'on ne l'avait pas fait auparavant, mais on va analyser par rapport à des changements. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'il y a un état qui change et qui se transforme parce qu'il y a une rhinite, parce qu'il y a un écoulement, parce qu'il y a une diarrhée, parce qu'il y a une constipation. On voit qu'il y a un changement. Donc, on est dans les transformations qui nous surprennent un petit peu, qui nous interpellent. Alors, ça y est, là, on a une base, on sait, on a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on va arriver dans le troisième plan, qui est la planification, justement. On va planifier l'action que l'on veut faire. Alors, la notion de planification, c'est une référence non plus au présent, mais à un futur. En fait, on va regarder vers quoi on veut aller, comment on veut améliorer la chose. Et quand on veut faire une planification, ben on est obligé de se référer un petit peu au passé. À l'analyse, on a vu qu'il y avait un défaut, on a vu qu'il y avait un dérèglement, qu'il y avait un signe, qu'il y avait un symptôme. On sait, voilà, on sait sur quoi on va travailler, sur quoi on va raisonner. Une fois qu'on a ce symptôme, il va falloir essayer de déterminer, est-ce que ce symptôme il fonctionne en trop? Est-ce qu'il fonctionne en moins ou il peut des fois être un peu ambigu et on ne sait pas trop comment l'interpréter. Mais en règle générale, on va voir des systèmes qui vont ou trop fonctionner ou moins fonctionner. Hein. Et dans ces situations, on va essayer de chercher à comprendre un tout petit peu le pourquoi ça s'arrête, pourquoi ça s'accélère, pourquoi il y a une excitation, une agitation. Voilà, on va essayer un petit peu d'interpréter ça. Une fois qu'on a déterminé le symptôme et le signe, on sait de quelle région on parle, de quelle région on s'intéresse. Et dans cette région qui nous interpelle, on va si c'est une région, par exemple une cuisse ou un ventre, première chose, on va regarder s'il n'y a pas un trauma, s'il n'y a pas un hématome. Parce que je vous rappelle que la biblithérapie, c'est le début de l'enfance, c'est de 0 à 6-7 ans. Donc, on n'est pas que le nourrisson. On a aussi les premiers pas, les premiers hématomes, les premiers jeux, tout ça. Donc, on va traiter les enfants de la même façon jusqu'à 6-7 ans. Et donc, on va être confronté à des traumatismes. Est-ce que c'est un traumatisme avec une plaie, avec un hématome? Est-ce qu'il y a une plaie parce qu'il y a une piqûre? Ou est-ce qu'il y a une piqûre d'insecte? Est-ce qu'il y a une coupure? Voilà. Donc, on a toute cette notion traumatologique qu'on peut aussi analyser. Malheureusement, il arrive aussi qu'il y ait des traumatismes médicaux, chirurgicaux, par exemple. Il y a des enfants qui sont opérés très tôt et qui vont avoir des cicatrices. Bon, ça fait partie aussi des choses qu'on doit entretenir, qu'on doit aider, favoriser une souplesse d'un moment. Donc ça, on est dans du local pur. Et puis, il y a aussi des traumatismes de vaccination. Il y a parfois des réactions un petit peu vives, infectieuses au niveau des zones de vaccin. Pareil, il va falloir prendre en charge ça et comprendre un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus. Dans les atteintes, on a en dehors du domaine du local, de la région, du tissu, on a la fonction qui peut être perturbée. On va retrouver des fonctions qui vont trop marcher ou pas assez marcher. On prend une diarrhée, donc trop d'élimination
ou pas assez d'élimination, et on est dans la constipation. Donc, on va avoir des fonctions qui sont en hyper-fonctionnement ou des fonctions qui sont en hypo-fonctionnement. Donc ça, il va falloir aussi les repérer, les analyser. Une fois qu'on a analysé et puis on n'a pas du tout ces signes ni trop cutanés, locaux ou tissulaires et ni de la fonction, on peut avoir des troubles, ce qu'on appelle des substrats. Alors les substrats, c'est un domaine qui n'est pas trop défini en tant que tel dans la médecine occidentale. Les substrats, ce sont tous les moyens de communication à travers le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui véhicule de l'information à travers le corps? La première chose que l'on connaît, c'est le sang. C'est le sang qui circule. Okay. Mais pour que le sang circule, il lui faut un deuxième substrat, ce sont les liquides, c'est la lymphe. Et on le voit très bien, la lymphe, elle peut sortir des vaisseaux et puis aller jusqu'à la surface de la peau pour transpirer. Donc, on a déjà deux substrats. L'intérêt de savoir est-ce qu'il y a du sang ou est-ce qu'il y a des liquides pour que ça circule bien et est-ce qu'il y a de la lymphe. Et chacun des deux a des propriétés qui sont différentes. Un, le sang va plus nourrir, va donner une densité, une constitution, et l'autre va davantage travailler dans le système de défense immunitaire, de la transformation, dans l'élimination. Dans les autres substrats, on a un autre substrat qu'on connaît bien, c'est le système nerveux. Donc ça, c'est davantage, en médecine chinoise, on va dire que ce sont les souffles, c'est l'énergie. C'est ce qui véhicule à travers tout le corps de l'information, qu'elle soit de type électrique ou thermique, il y a de l'information qui circule dans tout le corps. C'est ce qu'on appelle donc les souffles. J'aime pas trop la notion d'énergie parce que dans notre mode occidental, quand on pense énergie, on pense tout de suite stockage, et comme une pile. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. L'énergie, c'est davantage une potentialité. Et d'ailleurs, on en parle en différence de potentiel, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de voltage dans le corps qui circule. Et c'est ça, en fait, l'énergie. Donc, c'est une capacité d'envoyer de l'information à travers le corps qui ne soit pas matérialisée. Et dans ce qui est immatérialisé, également dans l'information, c'est le mental. Le mental est une information aussi qui circule à travers tout le corps. Alors, ça prend moins d'importance chez l'enfant, surtout dans les premiers temps, parce que l'enfant, il prend de l'information, mais il n'émet pas quelque chose. Il n'est pas en relation avec le monde extérieur. Il est en train de capter, d'engranger, il se paramètre un petit peu. Et pour lui, toutes les informations qu'il reçoit de 0 à 1 an ou 9 mois sont de nature normale. Alors que ça soit du très doux ou du violent, pour lui, c'est normal, c'est une normalité de fonctionnement. C'est après qu'il va commencer à faire des différences, qu'il va commencer à analyser, parce qu'il aura un stock d'informations en lui, et puis il va recevoir des informations qui ne sont pas de même nature. Et à ce moment-là, il va se dire, ah, ben là, je ne comprends pas, maman était agressive, et papa, il est plus doux, ah, et on fera la différence. D'ailleurs, un grand traumatisme pour l'enfant, qu'on ne se rend pas compte, hein, on a tous fait. Quand un enfant fait des choses, au départ, ils sont généreux, les enfants. Vous savez, ils sont prêts, ils se lèvent, ils vont passer l'aspirateur, ils veulent balayer, ils veulent tout faire, ils vont tout faire. Et puis, nous, on a un grand défaut, c'est qu'on leur dit merci. Et en fait, en disant merci, on arrête la formation et ça lui donne un support d'analyse par rapport à une autre information. La fois prochaine, s'il fait la même chose et vous ne lui dites pas merci de la même façon, il va faire une différence. Et à ce moment-là, il va quantifier le service. Et c'est que progressivement, en quantifiant le service, un jour, il vous le fera monnayer. Il vous dira, bah, OK, tu veux que je te balaye, tu me donnes combien? Voilà. Mais ça, c'est en fait, c'est la mauvaise éducation que nous avons de remercier. On pourrait par contre dire, ah, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ah, ça me sécurise. Quand je vois ce que tu fais, c'est ah, c'est super. Là, c'est autre chose. De raconter ce qu'on ressent en soi, l'enfant, il peut moins le quantifier. Et peut-être que ça serait intéressant de travailler plus là-dessus que d'arrêter avec un merci. Pourquoi une fois c'est merci beaucoup, une autre fois c'est que merci.
d'accord? Ou un grand merci. D'accord? Ça, c'est difficile. C'est déjà une valeur que l'on attribue au geste gratuit. Donc, voilà, le mental, lui, il va se développer qu'à partir d'un an, il va y avoir des comparaisons, des réflexions qui vont se faire. Dans la circulation, il y a aussi une autre valeur, mais qui est davantage liée à la qualité. Il me nerve ce téléphone, il faut que, allez, il faut que je l'arrête. Il y a une autre chose qu'on ne connaît pas trop dans le monde occidental, c'est la notion de qualité tissulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a des potentialités de qualité tissulaire. Si on mange varié, on va avoir des tissus qui sont d'une qualité meilleure que si on mangeait que McDo. Et en fait, c'est cette potentialité que l'on donne au corps qui va permettre, qui va être le support de toute notre organisation, qui fait que un alcoolique, eh bien, il n'a pas le même potentiel tissulaire que quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui marche. Voilà. Donc, un enfant, c'est la même chose. Il va avoir cette notion de qualité tissulaire. Bon, c'est lié aussi à l'hérédité, à la constitution, à tout ça. Donc, on a vu local, le régional, on a vu le fonctionnel, on a vu les substrats. Et après, qui est-ce qui fournit les substrats? Ce sont les viscères, ce sont les organes. Et dans les viscères, vous avez deux types. Vous avez l'organe qui participe à l'élaboration, hein, que ce soit les reins pour la récupération des liquides et de réintégrer les liquides, que ce soit la rate pour fabriquer du sang et des liquides, que ce soit le foie pour les stocker, que ce soit les poumons pour les distribuer. Tout le monde va participer à l'élaboration de ces substrats. Et ces organes ont besoin d'un soutien. En fait, les organes sont des grosses usines. Et, ce sont des usines qui travaillent énormément et à chaque usine, il faut un entrepôt. Il faut un entrepôt pour stocker soit la matière première que l'on va transformer et qu'on va vendre, soit la matière première qu'on va récupérer et puis qu'on va mettre en stock pour la vendre après. Donc, soit ce sont des entrepôts qui sont avant la fabrication, soit c'est des entrepôts qui sont après le système. Et on a donc toujours des couplages, un organe avec un entraille qui travaille de pair et qui travaille dans des similitudes de fonctionnement. Donc voilà, une fois qu'on a compris ces systèmes-là, on les repère, on sait comment on va travailler. Au niveau de la planification, je vous ai dit, ça va nous obliger à nous projeter dans le temps. Alors, c'est une notion qui n'existe pas trop dans le monde occidental, c'est qu'on répond davantage à la symptomatologie et on ne cherche pas à comprendre comment le corps a besoin de s'organiser. Et la planification, dans notre corps, dans notre organisme, vous en êtes témoin, elle a été perturbée. C'est-à-dire que depuis 2 ans, depuis qu'on nous a confinés, notre planification, elle en a pris un coup. En fait, la planification, c'est un muscle. C'est un programme du corps qu'on doit utiliser, qu'on doit entraîner, qu'on doit préparer. Et on peut faire une planification à court, moyen terme ou long terme. Et c'est quelque chose qui a été perturbé. Et là, c'est flagrant. Après le confinement, on n'était pas capable de concevoir un projet au bout d'une semaine. Là, aujourd'hui, si on a un projet à mettre en place pour dans 2 ans ou dans 1 an et demi, c'est difficile, on ne peut pas le concevoir. Et c'est parce que c'est pas que le monde extérieur nous perturbe, c'est parce que nous, ce programme-là, on ne l'a pas fait travailler. Au moment où il devait travailler, eh ben, on l'a arrêté. Et le moment où la planification se fait, c'est quand une graine, elle commence à germer au printemps. Et un enfant, il va se planifier dans sa vie. Il a un plan. Il a le plan de se construire et de grandir, d'avoir les dents, de marcher. Voilà, ça, c'est sa planification à lui. Et nous, on a aussi donc des planifications à court, moyen et long terme. Et cette planification, si on ne l'utilise pas, elle tombe en panne. Donc, ce travail qu'on va faire au niveau du soin, il va falloir planifier pour savoir
comment l'enfant est aujourd'hui et surtout quels sont les moyens qui sont à sa disposition pour qu'il soit mieux le lendemain. D'accord? Donc, on doit regarder dans le passé qu'est-ce qu'il a structuré, qu'est-ce qu'il a mis en réserve, sur lequel je peux m'appuyer pour pouvoir faire quelque chose. Et on est exactement comme dans la réalisation d'un repas. Si j'arrive à l'improviste chez vous, dire, je ne peux pas vous demander de me faire tout de suite un cassoulet, un couscous, si vous n'avez pas le stock derrière. Vous ne pouvez pas, vous allez être dépendant du stock. Ben là, dans le soin, c'est la même chose. On sera toujours dépendant de ce que l'enfant a en réserve. Et s'il n'a pas le potentiel, ben ça va être difficile de le traiter. Alors, pour planifier quelque chose, il faut se dire, bon voilà, j'ai un objectif. Je veux aller monter en haut d'une montagne, j'en ai pour 3 heures de marche. Quel est le moyen que j'utilise? La voiture, je vais à pied, à cheval, ok. Je veux traiter mon enfant, je veux l'amener dans un mieux-être, une diminution de température. Quel moyen je vais utiliser? Le massage, le bain froid, un pack de glace. Ok, ce sont les moyens. Quelle est la capacité? Est-ce que je ne suis pas trop fatigué? Est-ce que j'ai les moyens? Ou est-ce que je n'ai pas les moyens? L'enfant, ça va être la même chose. Est-ce qu'il a la capacité de mobiliser des liquides? Parce que quand on a du feu, comme la fièvre, pour éteindre le feu, il faut de l'eau. C'est un principe naturel de base. J'ai de la chaleur, il me faut des liquides. Est-ce que j'ai des liquides? Je n'ai pas de liquide, je flambe. Toujours pareil, on vit une période tellement extraordinaire que vous avez tous les exemples dans les 2 dernières années. Dire, on a vécu une sécheresse, on n'a pas d'eau, le corps, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est flamber. Donc, il va créer des inflammations multiples. Et on se retrouve dans une situation, si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas traiter la fièvre. Il va falloir que je ramène de l'eau chez l'enfant. Donc, le premier soin, c'est s'assurer que j'ai des moyens pour pouvoir le traiter. Si je lui donne un Doliprane pour qu'il transpire, pour qu'il dégage, c'est cette chaleur en trop, que ces liquides montent en haut et que ça l'hydrate, très bien, mais il me faut des liquides. Si j'en ai pas, c'est difficile. Donc, quand on parle, si on prend le petit cas de notre patiente, la maman nous a bien expliqué qu'au premier jour, quand on touchait sa chair, elle était un peu vide, elle n'était pas très hydratée. Dans cette situation-là, ça va être difficile de traiter une fièvre. À la deuxième séance, elle s'était remplie. Donc là, on commence à avoir des liquides. Donc, à ce moment-là, on peut traiter une fièvre. On peut traiter davantage. Donc là, ce sont les moyens. Et puis après, pour nous, en tant que thérapeute, quand on a compris ça, il y a la motivation. Il va falloir qu'on soit motivé à suivre et à voir vers où on veut aller. D'accord? Et il faut affirmer aussi notre acte. C'est-à-dire, OK, je suis motivé, je veux aller là. Okay, je donne tous les moyens et là, je vais y aller. Si je fais ça parce que c'est nos recettes, je ne suis pas sûr que ça marche bien. On doit s'engager dans ce soin. Mais c'est un geste d'amour, mais c'est tellement simple et c'est tellement naturel que vous le faites spontanément. N'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez poser des questions. Donc, on va progresser. Il y a une chose on attribue à la médecine chinoise, on attribue le fait que c'est une médecine qui s'intéresse à la cause de la pathologie. Alors, je vais en fait démentir en fait ce principe-là. La cause ne nous intéresse pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. C'est intéressant quand on a un traumatisme, quand on a quelque chose qui est arrivé, on veut savoir si c'est un traumatisme dit direct, c'est-à-dire l'enfant a pris un coup, ou est-ce que c'est lui tout seul qui est tombé? Voilà, ça peut nous intéresser. Mais en dehors de ça, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Ce n'est pas très important. Il peut y avoir des fois des situations où l'atteinte est violente, c'est-à-dire qu'on a une grande exposition à la chaleur, une grande exposition au froid, et à ce moment-là, ces expositions prolongées vont nuire parce que ça va brûler
des liquides. Par exemple, une insolation chez un enfant, vous le laissez dans la voiture en plein soleil, vous savez le drame que ça amène. C'est parce qu'il se déshydrate complètement. Donc là, la cause, on la connaît, c'est dans des atteintes violentes. Et dans ces atteintes violentes, on va avoir les empoisonnements. Il y a aussi tous les apports de nutrition qui sont un petit peu agressifs, qui sont pas sains, qui sont difficiles à digérer, et l'enfant va être perturbé. Et l'empoisonnement, il peut être par rapport à un corps étranger, par un corps qui peut être dangereux, mais aussi par un excès. On peut très bien être empoisonné avec des chips paprika, par exemple. J'ai vu des enfants avec des chips paprika flambés, ou manger des cacahuètes, ou chose qui est absolument à proscrire tant qu'ils n'ont pas une mastication correcte. Donc, ça fait partie des empoisonnements. Et puis, dans les empoisonnements, il y a aussi ce qui va provoquer des grandes modifications dans le comportement de l'enfant. On retrouve souvent, ce sont les vaccins. Les vaccins, c'est un poison que l'on met dans le corps pour pouvoir faire réagir l'enfant contre ça. S'il a la capacité, il va plus ou moins bien réagir. S'il n'a pas la capacité, ça va être difficile pour lui. D'accord ? Et puis, il y a des situations, on va dire, systématiques. C'est-à-dire, il y a des situations que systématiquement, l'enfant va réagir contre justement une nature alimentaire. Chaque fois qu'il mange des arachides, il y a de l'huile d'arachide aussi, c'est des produits de vache, des petits produits laitiers, tout ça. Il peut provoquer une irritation, une éruption, un mal-être, une détresse respiratoire. Ça, systématiquement, on sait qu'il va être confronté à cette difficulté de gestion d'un corps étranger, mais qui se répète parce que c'est lui qui le reconnaît et qui le considère comme quelque chose qui n'est pas bon pour lui. À nous d'en prendre conscience et de dire, oh là, chaque fois que je fais ça, ça passe pas. Et à ce moment-là, on change l'alimentation et on s'adapte. Alors, ça peut être sur une courte échéance, comme ça peut être à longue échéance, où définitivement, il ne pourra pas plus manger ça. Après, alors, je vais vous donner un exemple, parce que la notion de cause, quand je dis que ce n'est pas important, l'exemple que je donne, c'est à tous mes patients, quand il y a eu les attentats au Bataclan, il y a eu tous ces morts, le lendemain, les patients sont venus au cabinet et j'ai vu des gens qui étaient dans la peur, ça se conçoit, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la colère, et une personne qui était dans la joie. Donc, en fait, j'avais toutes les manifestations normales de l'individu, basiques de l'individu. Alors, bien sûr, on se dit la joie, c'est un peu surprenant. Mais en fait, la personne était dans la joie parce que son fils était militaire dans le Tchad, au Tchad, et qu'il avait pris déjà 2 balles dans ses missions, et que pour elle, elle le vivait très mal, et pour elle, ça y est, la France prenait en considération qu'on était en guerre contre les islamistes. Et du coup, pour elle, ça la soulageait. Elle n'était pas heureuse des morts, elle était heureuse que dans la situation, ça permet de faire une prise de conscience du peuple français. Donc, on voit très bien qu'en fait, on ne va pas réagir en fonction. Et quand on discute avec des psychologues des cellules de crise, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne réagissent pas tous de la même manière. C'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes sensibilités. On est touché plus ou moins en fonction de notre vécu ou pas par rapport à certains systèmes organiques, et on aura des comportements complètement différents. Donc, voilà, la notion de cause, vraiment, c'est à mettre de côté parce que ça peut nous tromper. On en parlait la dernière fois. La cause des rhumes du printemps, souvent, on va dire, oui, c'est un coup de froid et en fait, c'est un coup de chaud. Et voilà. Si on n'a pas pu analyser, se rendre compte que l'enfant a changé dans ses signes, on va confondre, on va dire, il a pris un coup de froid et on va le traiter comme si c'était du froid. Donc, on va le réchauffer. Le problème, c'est qu'il est déjà chaud. Donc, ça va aggraver la situation. Donc, voilà, ce sont ces petits signes qu'il faut analyser qui vont nous permettre, nous, de relativiser et puis d'ajuster le traitement. Alors,
dans la recommandation du moment, dans la planification, ce qui est le plus intéressant, vraiment le plus intéressant, c'est la capacité du moment. C'est quels sont les apports que l'on peut avoir à disposition. Qu'est-ce qu'on a à disposition? Alors, je vous donne des exemples. Vous êtes en voyage, vous êtes dans le train, le petit ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas ce qu'on a à la maison. Alors, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, les apports sont importants. Les apports aussi, c'est qu'est-ce que l'enfant avait avant? Est-ce qu'il mange régulièrement? Est-ce qu'il s'hydrate régulièrement? Ou est-ce qu'il est constipé, mais ça fait 3 jours qu'il ne mange pas? Ah oui, mais si ça fait 3 jours qu'il ne mange pas, il n'a peut-être plus rien à éliminer. Mais ça, on ne va pas lui donner des laxatifs pour essayer d'éliminer des choses qu'il n'a pas. Et malheureusement, on le retrouve. J'ai vu des cas d'une patiente, une petite fille de 2 ans, qui avait un prolapsus anal. C'est-à-dire qu'à force de prendre des laxatifs, vous avez les intestins qui ressortent à l'extérieur, chose qu'on ne retrouve que chez les personnes âgées. J'ai vu ça chez un enfant. Donc, c'est très compliqué. Donc, on doit vraiment juger et jauger qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Si l'enfant n'a pas mangé, bah, c'est normal qu'il ne va pas à la selle. Nous, on va faire la même chose. Après, dans les capacités, on a vu les substrats, bah, c'est de savoir est-ce que j'ai du sang, est-ce que j'ai une chair qui est rosée, est-ce que j'ai une langue qui est rouge, est-ce que je vois que j'ai une structure, des muscles qui sont un peu denses. Là, j'ai des réservoirs de sang. OK, là, j'ai du sang. Et puis, dans les autres substrats, est-ce que j'ai des liquides? Est-ce que j'ai suffisamment de liquide ou pas de liquide? Est-ce que ma peau est sèche? Est-ce que ma peau elle est moelleuse et dense? Est-ce que j'ai des urines? Est-ce que je n'ai pas d'urine? Est-ce qu'il élimine beaucoup? Est-ce que les urines sont claires, foncées? Voilà, ça aussi. Tu sais, il urine plus depuis 2 jours. Peut-être qu'il y a beaucoup moins qu'avant. On peut s'interpeller. Peut-être qu'il ne s'hydrate pas suffisamment. Ou alors il transpire de trop. Ou que ses selles sont trop molles. Il y a une fuite de liquide. Si l'apport est normal, c'est qu'il y a une fuite de liquide. Si l'apport on a oublié de l'hydrater, on ne s'est pas rendu compte qu'il faisait un peu plus chaud. On ne s'est pas rendu compte qu'il faisait la même température, mais qu'il y avait un peu plus de vent. Et le vent, ça nous assèche. Et le bébé, pareil, il a subi, et du coup, il s'est déshydraté sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on n'a pas vu que la peau était humide. Parce que quand il y a du vent, la sécheresse cutanée, elle vient, mais il y a des liquides qui sortent et qui s'assèchent tout de suite. Et c'est pour ça qu'on s'assèche. Donc, en fonction, on doit un peu analyser et remettre un petit peu en considération ce qu'on doit faire ou pas faire. Dans les substrats, on va regarder s'il a un dynamisme. Est-ce que l'enfant a des souffles? Est-ce qu'il a de l'énergie? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il est ouvert au monde extérieur? Ou est-ce qu'il est abattu? Est-ce qu'il n'a plus d'énergie? Il n'arrive pas à se lever. Quand on le voit, il est amorphe, il a la tête qui tombe parce qu'il est épuisé. Pareil. Donc, à analyser, à prendre conscience, se dire, tiens, c'est l'énergie qui lui manque, il va falloir restimuler les sources qui lui donnent de l'énergie ou l'aider en ce sens. Au niveau du mental, on laisse tomber parce que, en fait, le mental, il va être très dépendant des autres systèmes, puisque le mental, en médecine chinoise, on dit que le mental est véhiculé par le sang. Mais bon, il n'y a pas que les Chinois qui le disent. Si dans la religion judéo-chrétienne, on communie au sang du Christ, c'est pour prendre l'esprit du Christ. Donc, en fait, l'esprit est véhiculé à travers le sang. Si on prend les Indiens d'Amérique, on croisait l'autre sang pour devenir frère de sang. Donc, l'esprit de l'autre rentrait en moi pour pouvoir être frère de sang. Donc, il y a cette connotation que le sang véhicule le mental. Et très rapidement, si on est fatigué, épuisé, si le sang vient être bloqué, je prends l'exemple très simple, regardez quand le sang se bloque au niveau de l'utérus, regardez comment est le mental. D'accord? Ça vous énerve. En fait, vous avez un énervement qui va arriver parce que tout le sang est bloqué dans le bas-ventre et du coup, l'énergie va remonter parce qu'il n'y a pas assez de liquide ou pas assez de sang en haut. Et c'est ce qui donne le caractère un petit peu irritable que vous pouvez avoir.
cette notion de sang donc, est très liée au mental. Donc, on ne va pas trop s'intéresser à ça. À la rigueur, on pourrait s'intéresser à la notion des principes constitutifs de l'enfant. C'est certain que de manger des petits pots, c'est moins bien que de manger des légumes frais mixés. Alors, je comprends et j'entends qu'on ne peut pas faire systématiquement des légumes frais à tous les repas, mais il faut en prendre conscience que de temps en temps, il est bon que le corps ait ce type d'alimentation pour pouvoir renforcer et récupérer. C'est une machine, c'est une usine, et quand il y a des bonnes choses qui arrivent, le corps, il va le récupérer, il va en profiter. Si on ne l'habitue pas à manger des bonnes choses, il ne saura plus, à un moment donné, il ne saura plus faire le tri et récupérer ce qui est bénéfique pour l'organisme. Alors, la notion, en fait, après de capacité du moment, elles vont être différentes entre le petit enfant, c'est-à-dire de 0 à 18 mois, et puis l'enfançon de 18 mois jusqu'à 6-7 ans. Les conditions ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes. Tout petit, l'enfant, il ne fait que subir la nourriture qu'on lui apporte pour pouvoir proliférer. Tandis qu'à partir du début de la marche et de l'activité physique, il va commencer à brûler et à consumer ce qu'il a mangé. Et c'est là qu'il y a une espèce de carrefour, une croisée des chemins où, au début, il n'est que dans un programme constitutionnel qui est le principe de la continuité de la grossesse, qui est ce fameux programme qui va démarrer tout le temps et qui va le maintenir, et il va essayer d'apporter de la matière pour que ce programme puisse fonctionner au mieux. Et après, ce programme va doucement diminuer pour laisser la place à l'énergie qui va se substituer à ça. Et c'est cette énergie qu'il va manger qui va commencer à le faire tourner. Et c'est ça, l'énergie de la journée. On ne va pas vivre que sur les arriérés, en fait, de l'inné. L'énergie innée, on ne doit plus trop s'appuyer dessus. On va s'y appuyer que si on rentre dans des épuisements. Dans les personnes qui font des grèves de la faim, ils n'ont plus d'énergie au bout de 3-4 jours, donc ils ne peuvent plus rien faire, ils sont obligés de dormir, ils traînent, ils sont sans force, la musculature fond, la structure sanguine qui doit les nourrir, elle commence à diminuer de plus en plus, ils maigrissent, mais ce qui les tient en vie, c'est plus la nourriture. Ce qui les tient en vie, en fait, c'est l'inné, c'est le potentiel vital qu'ils ont. Donc, quand un enfant tombe malade, il va falloir subvenir rapidement pour lui donner quelque chose à manger. Ça ne veut pas dire en quantité, mais ce sera peut-être plus en qualité et minoré, mais toujours lui apporter quelque chose qui soit nutritif pour pouvoir éviter de taper dans les réserves de l'inné et du constitutif. Après, l'enfant, quand il va passer le cap des 18 mois, il va commencer à avoir du vécu. D'accord ? Et dans ce vécu, il y a des choses qui vont influencer son comportement. Et c'est ce qu'on va retrouver, c'est là plus les impacts que peuvent avoir des émotions fortes, de type une séparation, ça peut être une séparation liée à une obligation médicale, hein, où la maman est hospitalisée et le petit est tout seul, ou le petit est hospitalisé et puis que alors, donc ça ce sont des traumatismes, hein, ce sont des chocs dont il va prendre conscience. Quand ils sont petits, de 0 à 18 ans, à 18 mois, pardon, ils ont ils vivent pas ça comme un choc, ils vivent ça comme un manque. Quand je dis choc, c'est quelque chose qui s'arrête. Quand je dis manque, c'est quelque chose qui ne les a pas nourris, qui ne les a pas aidés, qui ne les a pas transformés, qui n'y a pas eu cette chaleur dont ils ont pris conscience, cette observation qui est nécessaire à garantir un bon fonctionnement et tout ça. Ça a manqué. Par contre, ils ont, plus tard, ils vont avoir
la notion de choc qui va arrêter la circulation, qui va les saisir, qui va les bloquer, qui va les frustrer. Et donc là, on est dans un autre mécanisme. Il peut y avoir des chocs psychiques dus à des événements de la vie, des agressions. Ou il peut y avoir les notions de divorce aussi qui peuvent être traumatisants pour les enfants. Ça fait un blocage. Et puis, il y a les notions de place dans la famille où il faut qu'il arrive aussi à se positionner s'il y a déjà une fratrie qui est en place. Donc, voilà ce qui est ce que l'on peut observer par rapport à la notion de psychisme. Dans la notion de planification de l'organisation de la santé, on va le replacer dans un contexte de vie. En fait, imaginez-vous, vous êtes vous au centre, c'est vous qui fonctionnez. D'accord ? Pour que vous puissiez fonctionner, il vous faut quelque chose qui vous soutienne, qui vous aide. On prend l'exemple, je suis dans la cuisine, c'est moi qui suis responsable de la cuisine. OK, j'ai besoin pour que je puisse travailler dans ma cuisine, d'avoir un soutien, quelque chose qui m'est nécessaire. Donc, il va y avoir une structure dans le corps qui va apporter à une autre structure quelque chose, qui va être le soutenir. Et tous les organes vont fonctionner de cette façon-là. Ils ont toujours quelqu'un qui les soutient. OK, donc j'ai quelque chose dans le frigo, ça me soutient, je peux commencer à travailler. Je ne travaille que si j'ai un but. Donc, automatiquement, mon travail, il est pour faire une réalisation, pour quelque chose qui est à l'extérieur, pour un autre organe, pour un autre système, pour la famille, et je vais réaliser quelque chose. Et par mon travail, en fait, je vais participer au bien-être d'un système. C'est-à-dire que, OK, mon but, c'est de faire un plat, un repas, mais par mon travail, je vais participer au fonctionnement nutritif de la maison, de la famille, ce qui va permettre d'avoir des échanges, quelque chose qui vont se faire, qui va s'organiser, tout le monde sera content. Mais pour cela, donc on a vu, j'ai quelque chose qui me nourrit, j'ai un objectif, j'ai une troisième position où je participe au fonctionnement, mais pour que tout ça aille bien, il faut des règles, il faut quelque chose qui me cadre, qui me donne une limite, un support qui me contrôle. Et ce support qui me contrôle, ça va être, je sais cuisiner, je sais ne pas faire brûler les plats, j'ai des menus en tête, je sais m'organiser. Voilà. Et ça fait partie des sollicitations de tous les organes. Tous les organes vont fonctionner toujours comme ça. Il y aura toujours ces 4 aspects autour d'eux qui vont faire qu'ils tombent malades ou ils ne tombent pas malades. S'il y a dans ces 4 postes autour une bonne relation, de bons échanges, tout le monde va bien. S'il y en a un des 4 qui tombe malade, ça ne va plus. Si la personne, par exemple, ne sait pas organiser un menu, avoir une structure, une règle d'organisation du plat, c'est le bordel dans la cuisine. Hein. Ce n'est pas la peine. Hein. Si la personne n'a rien amené dans le frigidaire, elle ne peut rien faire. Si elle n'a pas en tête une organisation d'un plat suffisamment comment dirais-je, d'inventivité, capacité d'inventer pour un plat, elle ne pourra pas le faire. Elle peut avoir tous les ingrédients dans son frigidaire, mais si elle n'a pas le but derrière, ça ne servira à rien. Et si elle ne peut pas nourrir, elle ne veut pas donner les plats, elle les laisse en cuisine ou qu'elle en donne de trop et qu'elle surnourrit la maison, elle va rendre un déséquilibre dans les échanges. Donc, on a toujours ces 4 choses. Et au milieu des 4, il y a l'organe. Et il y a l'organe qui va, lui, fonctionner ou pas fonctionner. Et un organe, ça fonctionne, c'est simple, c'est où il fait son boulot, ou il ne le fait pas, ou il le fait trop. Et l'autre chose, il tombe malade de sa fonction, ou il tombe malade de sa structure. C'est-à-dire que l'organe, s'il ne fait pas son travail, c'est parce que l'ordre qui lui est donné, le programme qui lui est donné n'est pas correct, ou il peut avoir du mal à fonctionner parce que la structure a été touchée. Parce que, par exemple, si je prends l'estomac, si l'estomac présente des inflammations, les aliments ne peuvent pas passer dedans. Il va falloir chanter ce passage-là, donc l'estomac ne fera pas son travail. Ça, c'est la structure qui souffre. Si par contre l'estomac est figé,
ou s'il est hyperactif, qui donne des fringales, a besoin de manger tout le temps parce qu'il a toujours envie d'avoir quelque chose dans le ventre, hein, c'est qu'il est hyperactif, c'est son programme qui ne va pas. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on fasse la différence entre programme et structure. Mais les traitements sont un petit peu différents, mais on reconnaît très vite après les modalités, parce qu'il va y avoir des répercussions sur plein d'autres choses. La notion d'organe en médecine chinoise n'est pas celle réductrice de la médecine occidentale. C'est un système qui est beaucoup plus vaste. Si je parle du foie, par exemple, je vais parler de la colère, je vais parler de la mise en mouvement, je vais parler des tendons, je vais parler d'acidité, je vais parler de la générosité, je vais parler… Voilà. En fait, c'est plein de fonctions. Et quand un organe ne va pas bien, il va y avoir des répercussions sur toutes ces fonctions. D'accord ? Avant même qu'il soit vraiment malade dans la structure. Donc là, on sait, on a tout de suite la couleur, on dit, lui, il ne travaille pas bien, quoi. Ça ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne passe pas. Regardez, quand vous avez votre estomac et votre rate qui ne travaillent pas bien, vous n'arrivez plus à transformer. Et si vous n'arrivez pas à transformer, si je vous dis quelque chose, l'information, vous la gardez sur la patate et puis vous commencez ça tourne en rond et vous finissez dans une angoisse. Donc, voilà. Ou alors, vous n'arrivez même pas à mémoriser ce que je vous dis parce que ça reste à l'extérieur. C'est la transformation qui ne se fait pas. Et ce sont ces fonctions-là, ces grandes fonctions du corps qui sont toujours attachées à un organe de même nature. Donc voilà déjà ces 5 principes sur un système qui tombe en panne. Mais ces 5 principes, vous les avez dans toute la famille organisés. C'est-à-dire que si je prends la famille, bon, ok, je suis dans la cuisine, je fais à manger. Moi, j'ai vu, quelqu'un me fournit, ok, j'ai mon frigidaire qui est plein, je vais donner un plat à la famille qui est à table, et puis je vais garantir une nutrition correcte, très bien. Mais ceux qui sont à table, ils doivent être fournis également, parce que c'est moi qui les fournis, ils vont recevoir un plat. L'objectif, eux, ça va être de terminer le plat et de transformer, d'échanger, de discuter. Le but, c'est d'alimenter la joie dans la maison et puis de donner, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et chacun va avoir un poste comme ça dans le corps. Mais ça fait partie de la vie. La vie, elle est toujours comme ça. On est tous organisés comme ça. Et puis, vous allez dans un autre poste, tous ceux qui sont dans la vitalité, ils sont dans la vitalité parce qu'ils ont bien mangé, parce qu'on leur a apporté suffisamment de nutriments et que cette vitalité va leur donner la possibilité de faire des activités ou de se reposer, et ainsi de suite. Et puis, ceux qui vont être dans le repos, ils auront la capacité de faire des listes de commissions, de reprendre, de faire un bilan, de se calmer, de se poser. Et ça sera dépendant de ce qu'ils auront bien mangé avant, bien transformé pour pouvoir le faire. Et ainsi de suite. Et en fait, on va pouvoir conjuguer à chaque élément, à chaque situation, ça. Et c'est plus simple pour nous de comprendre, en fait, le corps par ces mécanismes simples d'organisation interne. Donc, ces 5 fonctions, elles se résument par la nécessité, j'ai besoin de quelque chose, l'objectif, la réalisation, je participe à quelque chose, d'accord, je respecte des principes et j'ai une capacité intrinsèque à faire les choses. Donc, nécessité, réalisation, participation, les règles à respecter et moi, qu'est-ce que je peux faire au milieu de tout ça? Et que vous soyez acheteur, cuisinier, mangeur, animateur, ou dans le commandement, l'ordonnancement, celui qui donne les règles dans la famille, vous êtes tous obligés de faire ça. Ça fait partie du bon fonctionnement de la famille. Et quand tout va bien, quand tous les systèmes fonctionnent bien, tout s'adapte et c'est impeccable. Et puis, il va y avoir des variations. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait trop chaud et en fait, on n'a que de la soupe à manger. Ça va commencer à râler, c'est plus conforme à la période extérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ok. On nous fait un cassoulet et c'est le 15 août, il fait très chaud.
voilà, eh ben, ça va commencer à déstabiliser tout doucement la famille. Donc, il va falloir se réadapter. Et les organes font la même chose. C'est-à-dire que si je travaille un organe, automatiquement, je vais avoir un impact sur tous les autres organes qui vont s'adapter, s'accoutumer, être privilégiés ou défavorisés. Et voilà. Et en fonction, ben, je vais pouvoir le faire. Mais c'est juste un petit jeu de petits raisonnements à mettre en place. Mais vous le faites pour la maison, vous pouvez le faire pour le corps. C'est pareil. C'est exactement les mêmes lois. Ça va? Des questions? Oui, Newt? Oui, il y avait une question dans le chat. Comment bien préparer l'enfant au vaccin? Alors, si on connaît un homéopathe, si on connaît des techniques homéopathiques, il y a des techniques où on peut prendre de l'homéopathie pour minimiser le choc de l'enfant, d'accord, au niveau de ça. Il y a des traitements qui sont donnés en pharmacie en fonction du vaccin, c'est-à-dire que ce sont des traitements homéopathiques qui sont faits sur la base du vaccin pour le dynamiser. Alors, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le vaccin, et la toxicité du vaccin, c'est davantage la chimie, c'est-à-dire la molécule lourde, la matière qui est injectée, qui va devenir un parasite et le corps va lutter contre ça pour le détruire. Ça, c'est le fonctionnement. Dans toute structure vivante, il y a de la matière et il y a de l'énergie. La technique homéopathique, c'est qu'on prend le vaccin et on en extrait la partie énergétique, la chose qui fait bouger le système. Et ce qui fait que plus on va avoir une dilution, plus ça va donner une action sur la matière du vaccin pour être éliminé. Donc, l'homéopathie a ce côté intéressant pour travailler ça. Donc, c'est la première chose que je préconise, quoi. Voilà. Alors, par contre, voilà ce qui s'est passé avec le vaccin du Covid. On n'avait pas les traitements homéopathiques appropriés à ça. Alors, du coup, les laboratoires homéopathiques n'ont pas pu suivre dans ce travail-là. Et puis, les vaccins étaient tellement précieux qu'on ne pouvait pas les sortir du système pour pouvoir justement faire des antidotes par rapport à ça. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, donc, on a utilisé des systèmes qui vont permettre d'éliminer. Alors, donc, il y a des protocoles à éliminer, à mettre en place, quoi. Bon, ça, c'est des choses un peu plus particulières, quand même. Autre question? Oui, une question d'Audrey. En fait, il faut un équilibre des liquides et des matières dans tout le corps pour un fonctionnement normal. Tout à fait. Tout à Ah, fait. pardon, il y avait une question d'abord de Vas-y. Fanfan. Oui. Du coup, tous les liquides ne sont pas équivalents pour réhydrater l'enfant rapidement en cas de sécheresse interne. Oui, tout à fait. En fait, déjà, dans les liquides, vous avez deux natures de liquides. Il y a toujours, dans toute structure du corps, on va toujours pouvoir diviser par deux les choses. Il va toujours avoir un aspect plus matérialisé et l'autre moins matérialisé. Par exemple, si je prends le mental, j'ai un aspect matérialisé, c'est-à-dire c'est ma pensée, ma capacité à me replier, à m'intérioriser, à me densifier, à me concentrer. Et puis, j'ai un aspect d'extériorisation qui va vers l'extérieur, qui fait que je rayonne ou que je ne rayonne pas, ou que je peux m'exprimer, ainsi de suite. Bon. Au niveau des liquides, c'est la même chose. On a des liquides qui sont mobiles, donc la lymphe avec la transpiration, qui va nourrir et être le support de la circulation du sang, et qui va amener des liquides jusqu'à la surface de la peau. Et puis, on a des liquides qui sont inertes, qui sont immobiles et qui sont plutôt cachés. C'est le liquide intracellulaire, c'est le liquide intra-articulaire, c'est le liquide synovial, c'est le liquide céphalorachidien. Tous les systèmes nerveux baignent dans des liquides. Mais ce sont des liquides qui ne bougent pas ou très peu et qui sont beaucoup plus lourds. Alors, si je veux, moi, m'hydrater ou si je veux nourrir, je vais utiliser des liquides qui vont avoir des programmes ou de fluidité, donc ce sera plus de l'eau. Si je veux prendre quelque chose qui est plus lourd, plus matérialisé, ce seront plus des bouillons. En fonction, on va gérer ça. J'espère que j'ai répondu
à Fanfan. Autre chose? Pas d'autres questions? Si tu avais une question, tu m'avais dit, Maud, sur quoi? On a dit vaccin. Oui, c'était sur est-ce qu'il faut un équilibre des Ah liquides et oui. des matières dans tout le corps pour un fonctionnement normal? Oui, toujours. En fait, on doit toujours varier dans la notion d'aspect dynamique et d'aspect matériel. Et c'est ce qui va nous permettre de fonctionner. Si jamais on commence à avoir trop de liquide, ben, la matière elle va partir et on n'aura plus de matière, on n'aura plus de support. Et là, ça ne va pas du tout. Si à l'inverse, on n'a pas de liquide, ben, la matière va stagner et puis ça va s'arrêter. Et on peut toujours raisonner dans ces deux aspects-là. Et par rapport à ça, quand on va organiser un soin, quand on traite un enfant, si vous le traitez le matin, l'objectif, il ne sera pas le même que si vous le traitez le soir. C'est-à-dire que si vous traitez le matin l'enfant et que vous cherchez à le calmer, à l'endormir et tout ça, à le poser, ce n'est pas le but du jeu. Il va monter d'un crescendo jusqu'à midi où il doit prendre de l'énergie, il doit prendre des souffles. Et le soir, vous n'allez pas le stimuler parce qu'il a passé la nuit. Le soir, son énergie, comme la nôtre, elle rentre à l'intérieur du corps, on n'a plus d'énergie sur la peau, donc on se couvre pour bien dormir, on n'a pas de pelage comme les animaux, donc on va rentrer notre énergie intérieure et tout le nettoyage organique va se faire et la mémorisation va se faire. Donc, on va travailler dans l'interne. Et ce que l'on va ressentir la nuit, c'est à l'image de l'interne. Donc, si je stimule l'enfant ou si je l'excite ou si je joue le soir jusqu'à 8h, 8h30, ben, l'enfant, il passe une nuit énervé, quoi. Alors bon, je sais que c'est des défauts des papas, quoi. Souvent, on joue avec nos enfants parce qu'on ne le voit pas dans la journée, on arrive, après, on commence à les exciter, à jouer. Ouais, mais on les éveille, mais après, on les met en énergie et ils n'arrivent plus à rentrer dans le sommeil. Donc, le traitement va être différent en fonction du temps dans la journée, mais également en fonction des saisons. On ne va pas utiliser les mêmes outils en hiver qu'en été, ou on ne va pas utiliser les mêmes supports en hiver qu'en été. Et pour l'équilibre hydrique, il ne sera pas le même. Si je veux réhydrater en hiver, je vais utiliser plutôt des bouillons parce que naturellement, les liquides, ils sont comprimés par le froid, ils sont rétractés, ils vont vers l'intérieur. Donc, ce sont ces liquides-là qui m'intéressent. Et quand je serai en été, ce que j'aurai besoin principalement, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas des bouillons, mais principalement, il nous faudra des liquides fluides pour qu'ils puissent transpirer, pour pouvoir avoir de l'eau en surface qui ne soit pas brûlée par la chaleur qui va arriver. Donc, c'est certain qu'il va falloir toujours raisonner par les liquides, mais dans toutes les pathologies. Et en fonction des traitements, on va se retrouver aussi à des périodes où on va s'adapter au traitement médical. Si le médecin a donné un traitement et qu'on regarde dans la liste des effets secondaires et qu'on voit que ce sont des effets qui sont plutôt échauffants, on aura intérêt à ramener des liquides et s'assurer que les liquides soient bien gérés, donc bien transformés, bien distribués, bien diffusés. Et on va soutenir comme ça, par des massages un petit peu des reins, de la voûte plantaire, des pieds. Voilà, on va organiser quelque chose pour soutenir. Ou un traitement, si on le fait avant le repas ou après le repas, c'est pas pareil. On ne peut pas secouer ou bouger ou modifier un travail après un repas si l'enfant est trop plein. Mais on peut également l'utiliser pour le faciliter la digestion. Donc, tout le temps, on sera obligé de planifier et d'avoir un programme entre qu'est-ce que j'ai d'avant, qu'est-ce que j'ai maintenant et qu'est-ce que je veux obtenir. Et qu'est-ce qui se passe autour, où j'en suis. Et en fonction de tout ça, on met les choses en place. Dans les traitements, par exemple, aussi, vous avez des traitements. Tout à l'heure, on parlait du train, mais quand vous êtes en déplacement, l'enfant aussi est fatigué, il est déshydraté, il y a quelque chose qui le perturbe. Donc là aussi, on va traiter autrement. Et puis, dans les excitations, le baptême, allez, fête de famille, encore plus de monde, et ça va exciter. Donc, il va falloir calmer, il va falloir prendre du temps. Et puis, après, il y a les traumatismes. Les traumatismes style visite médicale. Quand on a vu la petite à la première séance,
elle était comme ça, mais c'est du fait de la visite médicale. Dire qu'elle a vu tellement de médecins ou tellement de confrères qui l'ont, je ne vais pas dire malmenée, qui ont agi de façon peut-être un petit peu dure, mais qui fait qu'elle n'en veut plus, quoi. Elle ne supporte plus. Donc, automatiquement, elle ne va pas aimer. Et la deuxième séance, bon, comme elle a compris que ce n'était pas ça, ce n'était pas traumatisant, que ça allait bien et qu'elle était déjà gagée un petit peu dans son corps, donc l'interprétation de l'information est déjà mieux assimilée et elle va pouvoir fonctionner différemment. Voilà. Autre chose? Oui, il y a encore une question. Est-ce que la sortie des dents est liée au liquide également? Ouais. En fait, on est toujours dans toute la phase constructive de l'enfant, on est toujours dans un déséquilibre. On va toujours être dans un déséquilibre entre matière et énergie. Et dès qu'on a une poussée, parce que c'est la poussée dentaire, c'est qu'on a plus d'énergie que de matière. Et du coup, le feu arrive parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, c'est ce qui fait que l'enfant va avoir les rougeurs, il va avoir les gencives qui doublent, ça fait mal et tout ça. OK, il y a cette notion. Et ce feu, il doit être suffisamment puissant et fort pour que ça s'exprime correctement jusqu'au bout. Sinon, ça traîne. Et je pense à la question suivante. Je vois d'où vient la question. Donc, c'est pour ça. Okay, c'est qu'en fait, il faut de l'énergie parce que s'il n'y a pas assez d'énergie, en fait, on va avoir des inflammations par stagnation aussi. Normalement, la croissance, c'est ce qui se passe. Regardez, quand on a des pathologies d'enfance où les enfants font des fortes fièvres, qu'est-ce qu'ils font après? Il faut une poussée. Ils prennent 1 centimètre. C'est qu'il y a suffisamment de puissance pour que toutes les cellules arrivent et prolifèrent et arrivent à faire grandir l'enfant. Si on a un arrêt d'énergie, elle est contenue, elle s'échauffe. C'est comme si vous prenez un hachoir à viande ou vous prenez une perceuse et puis vous avez le moteur et vous bloquez le moteur, vous avez le moteur, il va tourner, il va chauffer. L'énergie, elle est sur place et ça chauffe, ça chauffe. L'enfant, c'est la même chose. Et il va chauffer parce que l'énergie est bloquée. Mais elle est bloquée parce qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc, il lui faudra des liquides. Mais ça sera toujours un petit peu en déséquilibre par rapport à l'énergie qu'il a. Donc, il faut qu'on apporte les deux pour soutenir le système et que ça avance progressivement. Et de toute façon, vous regardez quand les enfants ont les gencives qui doublent, ou comme ils prennent les tugettes et puis ils tirent dessus, quoi. Ils cherchent à faire. Alors, en fait, ils cherchent à faire quoi? De la salive. Ils cherchent à ramener des liquides, à faire des liquides. Il faut créer de l'humidité. Donc, ils font ça parce que ça donne un confort salivaire, mais on peut les hydrater un petit peu. Ça va? Oui, super. Bonsoir Pierre, je me permets Alexiane. Oui, je t'écoute. C'est juste une question par rapport au liquide. Donc moi, on m'avait demandé comment on sait si les bébés boivent assez d'eau et est-ce qu'on pouvait leur donner de l'eau tiède, chaude, froide, ce qui est le plus approprié. Alors, en règle générale, je préfère toujours de l'eau chaude. D'accord, ça, tout le monde le sait. Je suis un amateur d'eau chaude, donc l'eau chaude, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça dilate dans l'estomac et qu'il n'y a pas de réaction d'échauffement, de réchauffement de l'eau qui arrive. Donc, si on met, alors bien sûr, température du biberon, on monte un peu en température, mais pas que ce soit trop chaud non plus. Mais l'eau chaude, c'est préférable. Et ça évite les réactions inflammatoires de l'estomac. Parce que si on met de l'eau froide, le corps, voyant que c'est trop froid, il va réchauffer. Et s'il y a une petite inflammation, une petite irritation, une gastrite, automatiquement, elle va reflamber. Donc, il ne vaut mieux pas exciter, donc il vaut mieux mettre de l'eau chaude. Là où je mettrais de l'eau froide, c'est si jamais l'enfant a mangé trop salé. D'accord? Et alors on quitte les 18 mois, on est sur les enfants de 2 ans, 3 ans qui se prennent les petits biscuits apéritifs et puis ils ne se nourrissent que des biscuits apéritifs. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les liquides du corps vont venir à la rescousse du trop de sel dans le tuyau et vont le déshydrater, vont l'assécher. Donc, il va être énervé, il ne va pas bien dormir, tout ça. Dans ces cas-là, je conseillerais de boire de l'eau glacée. Mais pour nous, c'est pareil.
D'accord? C'est de le mettre de l'eau froide dans les intestins pour que ça aide la concentration de sel à être digérée. Donc, il y a une règle, mais il n'y a pas une obligation de faire que d'un côté ou que de l'autre. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Oui. Tiens, puis oui. T'en voulais Oui, plus? oui, mais je pense que quand les parents sont inquiets pour un enfant parce qu'ils veulent bien faire, à savoir sur les quantités, ça, il faut regarder aussi peut-être la qualité de la peau, des choses Ah, comme ça. mais de toute façon, ça, on le voit très vite. On le voit très vite. Dès que les lèvres commencent à se vider, déjà, on peut réhydrater. Dès que l'on voit que la peau elle commence à se dégonfler, on voit très vite. On le fait. Mais ne serait-ce que sur nous, on le sent très vite. C'est-à-dire qu'il suffit de se tester un petit peu, de toucher sa peau, et on prend la moitié d'un verre d'eau chaude et on voit ce que ça donne après. Et on voit tout de suite que la peau, elle s'est redensifiée. Et l'enfant, c'est tellement plus petit que ça marche très, très vite. Et n'hésitez pas à donner de l'eau aux enfants. D'accord? Alors, bien sûr, pas de l'eau du robinet, vaut mieux des eaux minérales ou de source, mais bon, des eaux de qualité, mais vous vous réservez de l'eau pour l'enfant. Hein. Le mieux, entre Vital et Evian, c'est ce qui passe au mieux. Quoi. Et si c'est en plus tiré d'une bouteille en verre, c'est encore mieux. Et est-ce qu'on peut faire confiance à l'enfant de savoir la quantité qui serait bonne pour lui? Par exemple, des fois, il y a des parents qui les obligent à boire parce qu'ils ont peur qu'ils se déshydratent, alors qu'en fait, la quantité, c'est pas nécessaire de boire autant que ce que les parents auraient. Oui, ça oui. Déjà, le fait de boire de l'eau chaude fait qu'on transpire moins et l'eau est moins perdue. D'accord? Si en plus l'enfant se nourrit de légumes, de fruits, comme ça, il récupère aussi beaucoup d'eau. Donc, il a sa propre gestion des liquides. Et nous, les a priori que nous puissions avoir sur la quantité à boire, il ne faut pas oublier qu'on nous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, éventuellement boire 2 litres, tout ça. Quand on boit, déjà on en pisse tout de suite. Donc c'est prévu que dans ce quota-là, il y a une partie qui est éliminée immédiatement. Donc déjà on peut réduire. Si je bois de l'eau chaude, comme l'eau est intégrée dans le corps, il n'y a pas d'élimination tout de suite. Donc déjà j'en perds pas. Donc, je vais tourner à moindre. Donc, il vaut mieux rester sur l'eau chaude et puis voir un peu l'enfant. Mais après, on le palpe, on le touche, on le voit et en fonction, c'est pour ça que l'observation va être importante. C'est à force de toucher, vous allez vous dire, ah, tu n'es pas assez hydraté ou il se déshydrate. Et le drame, c'est que quand on se déshydrate, on se sent bien. C'est-à-dire que quand l'eau diminue, le feu augmente, donc l'agitation augmente. Donc, je vais envie de courir, j'ai envie d'aller jouer avec les copains, je suis excité. Ah oui, mais là, c'est parce qu'il y a le feu qui prend le dessus. Et le feu, l'emballement est dangereux. Donc, c'est aussi à nous d'être réveillés à ça, de dire, ah, sa façon de bouger, sa façon d'être, sa façon de fuir. Non, il faut le rattraper, il faut le. Voilà. Merci beaucoup. Ça va? Bon, Il y a oui, encore une question. question. Oui. Donc, la température ambiante de l'eau pour les biberons, vous en pensez quoi? Euh, alors, j'en pense pas du bien. J'en passe pas du bien parce que il y a quelques années, on mettait carrément les biberons au frigidaire. Pourquoi? Parce qu'on donnait le biberon glacé aux enfants en maternité pour que ça fasse une striction de l'estomac et pour pas qu'il y ait de reflux. En fait, c'est un gavage forcé, c'est-à-dire on forçait le système à éliminer vers le bas et à pousser. Alors, chaque fois que le froid arrive, ça resserre, ça resserre, ça resserre. Du coup, l'enfant va partir en diarrhée, va éliminer. Je trouve que c'est malsain, c'est pas ça le bon fonctionnement. Et la température ambiante, c'est quand même 20 degrés. Et 20 degrés, quand ça arrive dans le corps, au niveau de l'estomac, c'est quand même 16 degrés de différence après. Et c'est un choc thermique. Donc là, je ne suis pas trop d'accord. Je préfère qu'on mette un peu chaud, peut-être pas à 37 degrés, hein, mais que ce soit. Voilà, il faut monter en température. Il faut le sentir. Je ne vérifie pas, mais j'aurais tendance à le faire comme ça. Je ne vais pas vérifier la température exacte, mais oui, à 30 degrés, ça sera très bien. Quoi. 5 degrés de différence, ce n'est pas gênant. Oui, non, je ne suis pas pour.
Ce sont des modes, ça aussi, ça fait partie des vagues tout d'un coup que l'on met en place pour pouvoir éviter les régurgitations, tout ça. Voilà. Autre chose? Oui. Est-ce qu'un bon verre d'eau chaude avant d'aller dormir va calmer l'enfant? Est-ce qu'un bon verre d'eau chaude avant de dormir va calmer l'enfant? Non. Je pense que vous me prenez une gorgée d'eau froide, d'eau glacée. Alors là, c'est encore un autre principe. Si je prends de l'eau chaude, d'accord, l'eau va se diffuser dans le corps et va monter, je vous ai dit, ça va faire gonfler la peau, ça va monter à la surface. Donc, ça va avoir un mouvement d'extériorisation. Donc ça, ce n'est pas très intéressant. Par contre, si je lui donne une gorgée de glacé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mouvement va se resserrer et ce sera un mouvement de repli. Donc, vaut mieux avoir ces mouvements de repli, puisque c'est la nuit, que d'avoir un mouvement d'extériorisation. Attention, quand je dis c'est une gorgée ou deux gorgées, ce n'est pas un verre. Hein, on n'est pas là pour rafraîchir le corps. En fait, on joue sur des phénomènes mécaniques qui vont dans le sens de l'endormissement ou dans le sens de l'excitation. Ça va, je ne casse pas trop des idées reçues, là? Non. Mais même pour nous, hein, faites-le pour vous, vous allez voir. Vous allez voir que quand on est en hyperactivité jusqu'à 11 h du soir et puis allez, il faut aller se coucher. Vous prenez 2 gorgées d'eau froide et puis vous allez voir ce qui se passe. Vous allez sentir que pouf, ça chute. Alors, en fait, on utilise cet ordre qui nous ramène à l'intérieur. Et le corps, il est rustique dans son fonctionnement. C'est-à-dire que quand on lui donne un ordre suffisamment puissant, il va l'exécuter et le mettre à disposition dans tout l'organisme. Par exemple, si je prends un glaçon, je vous le mets sur la poitrine, d'accord, ça va resserrer la peau, mais dans 5 minutes, vous irez faire pipi, parce que la vessie va se resserrer. Mais la vessie, elle ne sera pas froide. C'est juste que l'ordre de contraction va se diffuser dans tout le corps, et du coup, la vessie va se contracter, parce qu'on me dit, il faut te contracter. Et OK, et on y va. C'est juste ça. C'est un ordre général qui passe partout. Alors nous, on doit inverser ou jouer avec ça. Et je vous rappelle, les 4 mouvements de la santé, hein, c'est ça descend, ça monte, ça sort et ça rentre. Et dès qu'on tombe malade, c'est qu'il y a un des 4 mouvements qui ne se fait plus. Voilà, c'est le chapitre le plus lourd, ça, la planification. C'est un chapitre qui permet de relativiser, mais de prendre en considération l'ensemble du corps et de voir les choses, comment elles se dérèglent, comment elles se positionnent et comment on déstabilise, on restabilise, comment on a besoin de soutien pour tel ou tel traitement. C'est le plus lourd parce que c'est plein de paramètres. Mais quelque part, c'est le plus simple parce que c'est plein de bon sens. D'accord? Mais on nous a tellement dit que le bon sens n'était pas bon, qu'il fallait passer par la science, qu'on l'a oublié, quoi. Mais revenons sur le bon sens et on va le retrouver, quoi. Et toutes les choses se remettront en place. Exactement comme vous faites de la cuisine. Pareil. Vous utilisez ces fonctions dans la cuisine, vous allez pouvoir utiliser ces mêmes fonctions dans le raisonnement pour l'enfant. Comme vous allez utiliser les mêmes fonctions quand vous êtes au travail. Quand vous êtes au travail, il faut bien que quelqu'un vous donne du boulot à faire, que vous devez avoir une action, que vous voulez faire ça parce que ça fait du bien à l'entreprise et qu'il y a une règle pour pouvoir appliquer. Mais faites pareil, toujours les 4. D'accord? Et que vous le faites bien, que quand vous êtes bien. Si vous avez une migraine, allez, ça ne va pas bien. Et voilà. Mais c'est pareil. Ce sont toujours les mêmes lois. Ce sont les lois universelles du vivant. Donc maintenant, il faut les appliquer à tout. Voilà, voilà. La prochaine fois, on va attaquer les traitements, les outils de traitement. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour l'enfant et comment on va jouer là-dessus. Donc, ce sera déjà, on passe à l'étape suivante. Après la planification, il faut passer à l'action. Donc, ce sera l'action la prochaine fois. Agir. Pas d'autres questions pour tout le monde? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez prendre un verre d'eau glacée et allez vous coucher. Et donc à lundi soir pour la suite.
Au revoir. Merci. Et Merci Pierre. de rien, avec plaisir. Et il y aura la vidéo dans toujours pareil sur le groupe. Allez.